Ok, bonjour à tous. C'est un grand plaisir aujourd'hui d'accueillir Elisabeth Kahn, la secrétaire d'État, je vais dire correctement, au budget et à la protection du consommateur. D'autant plus pour un professeur de finances publiques, c'est toujours évidemment un plaisir de pouvoir discuter avec la ministre du budget. Merci à nos membres ici présents et à ceux qui nous suivent évidemment via Teams. Madame la secrétaire d'État, juste vous rappeler que les partenaires sociaux ont lancé une grande réflexion depuis plusieurs mois sur les finances publiques et la gouvernance budgétaire. Donc, il y a quelques mois, nous avions lancé le pari de faire un rapport scientifique avec des professeurs d'université au nord et au sud du pays pour faire un état des lieux de la gouvernance budgétaire, quelles étaient les pistes de réforme. Et sur base de ce rapport, qui était approuvé par nos membres, il y a eu un avis unanime des partenaires sociaux sur quelles devraient être les grandes lignes directrices de la gouvernance budgétaire européenne. Cette note, d'ailleurs, a été envoyée, je pense, aux différents membres du gouvernement belge et à la Commission européenne qui a salué, d'ailleurs, parce que nous étions, je pense, les seuls organisation de partenaires sociaux à avoir fait cette analyse et à avoir participé au débat au niveau européen. L'année dernière, nous avons aussi innové en faisant pour la première fois une note sur l'état des finances publiques belges, en collaborant avec les conseils régionaux. Le débat qui était arrivé ici, c'est que face aux enjeux qui nous attendent, que ce soit le vieillissement, la transition climatique, l'état des finances publiques va être essentiel pour pouvoir mener ces politiques. Et donc, les partenaires sociaux désiraient avoir une vue d'ensemble de l'état des finances publiques et comprendre les différences. Et donc là, on a lancé une approche innovante, puisqu'on a essayé de travailler, lancer une collaboration avec les conseils régionaux bruxellois, wallons et flamands pour construire ce rapport et avoir une première note, évidemment, un premier avis des partenaires sociaux sur la soutenabilité des finances publiques. Alors, je ne vais pas vous cacher que nous avons certaines inquiétudes, évidemment, sur la soutenabilité des finances publiques face aux enjeux, évidemment, qui nous attendent. C'est une des raisons, évidemment, pour lesquelles nous vous avons gentiment invité aujourd'hui, pour avoir votre vision, notamment par rapport à la position de la Belgique, puisqu'on sait que dans quelques semaines, les débats vont vraiment commencer au niveau de la Commission européenne et de l'ECOFIN sur cette réforme de la gouvernance budgétaire européenne. Quelle sera la position de la Belgique? Quelle est votre vision, d'ailleurs, en termes de soutenabilité des finances publiques? J'ai entendu ce matin que nous étions à la veille de début de comptage budgétaire, de réforme fiscale, et de comprendre que tout était lié. Et donc voilà, c'est avec plaisir que nous allons entendre votre position aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que je prends le micro? Voilà, merci, merci Monsieur le Président, merci pour cette introduction et puis surtout merci pour cette invitation qui est une occasion de partager ensemble des réflexions et d'échanger sur des budgets, une de mes deux compétences avec la protection des consommateurs. C'est toujours à la fois un honneur et un plaisir de pouvoir parler à des experts qui connaissent la matière extrêmement bien dans vos domaines, différents domaines de compétences et qui ont des compétences spécifiques et particulières. Ik zie niet de mensen die voor de videoconferentie aangesloten zijn, maar ik wil iedereen verwelkomen en ik hoop dat jullie ons goed horen en kunnen zien. Ik heb een slideshow, ik hoop dat jullie dat ook kunnen zien. En het idee is om in een paar slides een debat te kunnen starten over een aantal aspecten van de begroting. Ik wil jullie misschien eerst meenemen in mijn verhaal, want zoals u zei, zijn er bezorgdheden over de budgettaire situatie en toen ik aankwam, heb ik proberen te begrijpen hoe wij in deze situatie zijn geland. Wat is de uitweg? Hoe komt het dat wij met een tekort en een hoge schuld te kampen hebben? En u gaat zien, het verhaal van de begroting is een verhaal van vandaag en ook van morgen. Wat wij op korte en op lange termijn kunnen doen. En op lange termijn gaat u onmiddellijk begrijpen dat om de begroting op orde te krijgen,
dat er echt diepgaande hervormingen nodig zijn. Hervormingen van ons pensioenstelsel, hervormingen van de fiscaliteit, hervorming van onze arbeidsmarkt en anders gaan we op een muur afstevenen. En jullie weten het misschien, dit is een tabel die voorbereid wordt door de administratie Poza. U ziet het, onze fiscale en niet-fiscale ontvangsten bedragen zo'n 160 miljard euro per jaar. En dat is los van de bijdrage voor de sociale zekerheid, die houdt momenteel vast. Dat is wel een behoorlijk bedrag, 160 miljard. Je ziet dat daar staan. Maar van dat bedrag moet ik onmiddellijk, zelfs voordat we enige beleidskeuze hebben kunnen maken, een aantal bedragen herverdelen. Et donc, avant même d'avoir posé le moindre choix politique, il faut redistribuer, et ça se passe automatiquement. 48 milliards d'euros à la sécurité sociale, 77, un peu plus de 77 milliards d'euros sur la base de la loi spéciale de financement qui va à l'entité 2, aux communautés et aux régions. 8 milliards d'euros à l'Europe, voilà, notre contribution BNI, l'application, à l'Europe, et environ 1 milliard d'euros pour d'autres divers. En wat betekent dat in de praktijk? Wel, dat er degelijk maar zo'n 24 miljard euro overblijft voor ons federaal beleid. En u weet zeer goed wat dat is, dat federaal beleid, de primaire uitgaven. Dan spreken wij over defensie, over justitie, over politie, over asiel en migratie, economische steun, toch zeer belangrijke bevoegdheden. En van dit bedrag gaat dan nog onmiddellijk 8,6 miljard euro naar de interestlasten op onze overheidsschuld. En die 8,6 gaat nog stijgen volgend jaar tot 10 miljard euro. Dus op 160 miljard geïnde inkomsten houdt de federale overheid ongeveer 15 miljard om de federale uitgaven te financieren. En die federale uitgaven die lopen op tot een 36, tussen de 35 en 36 miljard euro. Dat is om de kerntaken als overheid te financieren. En mijn punt is dus dat het niet zo is dat wij het geld langs deuren en ramen weggooien. Het is dat wij beginnen met een tekort, zelfs voordat wij enig beleidskeuze hebben kunnen maken. En dat wordt ook in het diagnoserapport van het CRB bevestigd. Jullie stellen namelijk dat er 3 uitgavenposten zijn waar de uitgaven het hoogst zijn. En dat komt soms als een verrassing over als ik dat in het parlement zeg. Als wij vergelijken met de buurlanden, zijn de hoogste posten economische zaken, algemeen overheidsbestuur en onderwijs. En die liggen voor het grootste deel bij entiteit 2. Dus er kan niet geconcludeerd worden dat de uitgaven van de federale overheid uitzonderlijk hoog zijn. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er geen uitdagingen zijn en dat wij niet moeten hervormen. En dat geeft het rapport ook aan. 2 van de uitdagingen die vermeld zijn, dat zijn de prijzingskosten en de stijgende rentelasten. Zoals jullie het kunnen zien, en dit is een grafiek dat van het agentschap van de schuld komt, is het zo dat na een aantal jaren van rentedalingen vanaf 23 er verwacht wordt dat de rente weer gaat stijgen. Er is wel op korte termijn geen gevaar voor een sneeuwbaleffect, zoals het Rekenhof het aangeeft. Jullie weten allemaal wat dat is. Een sneeuwbaleffect, dat is wanneer de impliciete rente, dus de gemiddelde interestvoet op de overheidsschuld, hoger wordt dan het groeipercentage van het nominale BVP en het primaire saldo dan niet hoog genoeg is om de overheidssaldo schuld te stabiliseren. Maar we moeten er verder aan werken, want in 2028 gaat de schuld stijgen tot 16 miljard. Nu, met het stabiliteitsprogramma, en daar ga ik het straks over hebben wij dat kunnen stabiliseren. En wat bedoel ik met stabiliseren? Ervoor zorgen dat het minder snel stijgt. Door het tekort te beperken. En dat heeft natuurlijk een invloed op de overheidsschuld. Maar dat is een verminderd versnelling.
om de overheidsschuld echt onder controle te kunnen houden, gaan we naar structurele hervormingen moeten gaan. Er is geen andere oplossing. Vergrijzingskosten, les coûts du vieillissement, ça c'est certainement le plus grand défi pour les finances publiques, parce que c'est un débat qu'on a eu aussi au Parlement, d'où vient le déficit budgétaire. Évidemment, il y a eu des dépenses importantes pendant la crise, des dépenses qui, parfois, auraient pu être plus ciblées. L'Union européenne l'a pointé, le CDE aussi, c'est vrai. En même temps, c'est quelque chose que je soutiens parce que ça a permis de défendre et de préserver le pouvoir d'achat, et toutes les institutions ont reconnu ça. Maintenant, c'est vrai qu'on a vu un pic du déficit au-dessus des 9% un peu dans la période Covid. On a eu encore des dépenses importantes pendant la crise énergétique, mais ce sont la vaste majorité, ce n'est pas quasi toutes des dépenses qui sont non structurelles évidemment et qui ne vont pas revenir. Donc, le vrai problème budgétaire, il se situe au niveau des dépenses de vieillissement. Dépenses de vieillissement, si vous regardez, et on peut peut-être revenir au tout premier slide, vous voyez les dépenses de la sécurité sociale, là on est à 131-132 milliards d'euros, et vous voyez la charge des pensions qui est à 63,5-64 milliards d'euros, donc la moitié en fait des dépenses de sécurité sociale. Mais ce qui est très frappant, c'est de voir l'augmentation qu'on a connue dans la charge des pensions ces dernières années. Si vous regardez entre 2020 et 2028, la charge des pensions est passée de 50 milliards à 80 milliards. C'est une augmentation de plus de 50%. Et c'est extrêmement interpellant parce que si on compare ça avec les autres pays, et c'est le slide suivant, vous allez voir que les autres pays qui ont une dette plus élevée que la Belgique voient leurs dépenses de pension diminuer. Et ça, c'est vraiment interpellant. Si vous regardez la France, par exemple, en France, les coûts du vieillissement diminuent entre 2019 et 2070 de 0,8%. Et dans ces coûts du vieillissement, les pensions diminuent encore davantage que 2,2%. Et la France est en train de faire une réforme des pensions réellement significative. Alors, je ne dis pas qu'on doit faire la même réforme des pensions, pas du tout, c'est pas vers ça qu'on doit aller. Eux, ils sont en train de relever l'âge légal de la pension. Ça, c'est une réforme qui s'est faite chez nous déjà en 2015, qui va entrer en vigueur, vous le savez, en 2030. Par contre, nous, notre défi, ce sont les périodes assimilées au sein du système de pension, où on a besoin de plus de périodes de travail effectives. Aujourd'hui, pour accéder à la pension anticipée, il n'y a pas de critère du nombre de jours effectifs. C'est vers ça qu'on doit aller et tirer aussi l'âge effectif de la pension plus proche de l'âge légal de la pension, parce que même s'il est de 65 ans et bientôt de 67, vous le savez aussi bien que moi, les gens ne partent pas à la pension à cet âge-là. Aujourd'hui, je pense que si j'ai regardé les derniers chiffres, on est aux alentours de 62,5 comme âge de départ effectief. Dus u ziet het, de stijging van de pensioenuitgaven in de andere eurozone-lidstaten in dezelfde periode stijgen, zijn een stuk kleiner en wordt er zelfs een daling ingezet vanaf circa 2035. En dus pensioenen, dat is de grote massa binnen de sociale zekerheid, dat is de helft. U heeft ook gezondheidszorg, dat is 35 miljard op de 132 miljard. De langdurig zieken, dan moet rond de 12, 13 miljard zijn. We kunnen even terug naar die allereerste slide. Voilà, 13 miljard voor de langdurige zieken. En werkloosheidsuitkering is 6,5 miljard. Dus we zien onmiddellijk waar de grote uitdagingen zijn. En als we kijken naar landen zoals, en dat is een slide met de vergelijking met de Europese landen. Kijk naar landen zoals Frankrijk, Italië, Spanje, Portugal en zelfs Griekenland. Maar die cijfers van Griekenland zijn wel indrukwekkend, moet ik zeggen. Als u er naar kijkt de laatste jaren, ze hebben echt een substantieel en significante inspanning gedaan. Zien we dat de impact van de pensioenbetalingen als percentage van het BBP daalt. En vandaar, en ik blijf het herhalen, dat wij echt een pensioenhervorming
nodig hebben. We hebben een sociale correctie gedaan in het begin van de legislatuur. Ik sta daarachter. Ik denk dat die nodig was. Maar nu hebben wij een globale correctie nodig. En daar gaat over iets anders. Misschien het eventjes kort hebben over de maatregelen die we hebben getroffen tijdens de begrotingscontrole. U weet misschien nog dat de geest was in maart. Wij hadden een ambitie om voor een serieuze begrotingscontrole te doen. Iedereen zei toen 0,3% of 1,8 miljard. Dat is onmogelijk, dat gaat nooit lukken. We hebben het kunnen doen dankzij de goede samenwerking met de coalitiepartners. En ik ben nog steeds heel dankbaar dat wij dat hebben kunnen doen. Dat was nodig. En 2 weken later begon ik te horen dat het eigenlijk niet voldoende was. Ja, dit was een eerste stap. Het is uiteraard niet voldoende. We gaan meer moeten doen en dat gaan we ook doen in oktober. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant le contrôle budgétaire de mars? On a fait un effort en 2023 de 0,1% du PIB, donc 563 millions d'euros, et puis 0,3% en 2024, ce qui correspond à 1,8 milliard d'euros, avec la fameuse règle qui se trouve dans l'accord de gouvernement et qu'on a appliquée. Ça doit se faire tant sur les recettes que sur les dépenses et que sur des divers. C'est pas parfaitement un tiers, parce que c'est pas évident de trouver des divers, mais c'est équilibré entre les recettes et les dépenses. Et puis j'entends parfois de certaines formations politiques que ce serait un budget d'austérité, et ça je dément dans toutes les langues, parce que malgré le fait qu'on a fait un effort budgétaire vraiment important, il y a eu de la marge pour des nouvelles politiques. On a pu décider dans toute une série de domaines de mener des politiques supplémentaires, que ce soit le corps de police au port pour la lutte contre la drogue, par exemple, ou des nouvelles places en matière d'asile, des nouvelles dépenses ont pu être faites. En hierdoor landen wij op een saldo voor entiteit 1 van min 3,5% in 2023 en min 3,2% in 2024. We hebben onder andere een aantal belangrijke maatregelen genomen in verband met het minimumpensioen en de werkloosheid. En daar wil ik eventjes op ingaan. Jullie weten dat wij in het begin van de legislatuur hebben beslist dat het minimumpensioen moest stijgen tot 1500 euro netto per maand tegen 2024. Wel, sinds 1 januari van dit jaar, 2023, bedraagt het minimumpensioen 1549,41 euro voor een alleenstaande. Dat is natuurlijk dankzij de indexering voor een deel, maar ook dankzij de beslissing van de regering die de eerste schijven al had uitgevoerd. Dus voor deze reden, omdat wij dat bedrag eigenlijk al gehaald hadden, heeft de begroting beslist dat de laatste stap van de verhoging voor die minimumpensioenen afgevlakt zou zijn. Et ça veut dire que ça a permis une diminution de l'enveloppe pour la 4e tranche pension de 126 millions d'euros, qui a pour conséquence non pas de retirer quoi que ce soit, c'est important de le rappeler aux citoyens, c'est simplement de ne pas exécuter la toute dernière tranche, la 4e tranche pension, dans une moindre mesure, et je vais vous donner le chiffre très concret. Ça veut dire que pour un isolé, en 2024, sa pension augmentera jusqu'à 1625 euros à la place de 1633,26 euros. On parle donc d'une différence de 8 euros par mois, effectivement. Pourquoi? Parce que vu les nombreuses indexations et qu'on a atteint un montant substantiel, on peut se permettre de ne pas exécuter cette 4e et dernière tranche de l'augmentation de pension. On part d'un chiffre en 2020 des pensions minimales qui était à 1292 euros, ce qui veut dire que ce gouvernement aura augmenté les pensions minimales de 333 euros par mois, ce qui est, je pense, un chiffre dont on peut se réjouir. Op vlak van de minimumuitkeringen hebben wij de voorziende vierde verhoging niet doorgevoerd.
dat geldt dus voor de minima en de werkloosheid en het deze aanpassingen hebben een minder uitgave geresulteerd van 357 miljoen euro vanaf 2024. Een extra besliste maatregel was een onderbenutting, een extra onderbenutting en de gezondheidszorg van 100 miljoen euro. Maar ik kan u ook geruststellen, alle investeringen die gepland waren in de gezondheidszorg zullen wel plaatsvinden. Wat waren de belangrijkste maatregelen die we hebben genomen in werkloosheid? In het kader van werkloosheid zijn, dat zijn de uitkeringen voor de tijdelijke werkloosheid is gedaald van 65% naar 60%, met de uitzondering van de tijdelijke werkloosheid voor onmacht. Maar we hebben ook rekening gehouden met de lage lonen, dus de werkgevers zullen een toeslag van 2,5% bepalen om de impact voor de lage lonen te beperken. Er waren ook een aantal aanpassingen, op vlak van passende dienstbetrekking. U weet misschien dat vandaag een werkloze een job moet aanvaarden. Hij moet ingaan op een passende job aanbieden. Dus als die aansluit bij zijn opleiding en als die minder dan 2 uur vervoer is per dag. Als die minder dan 2 uur vervoer per dag is. Die regels vervallen bij werklozen van 50 jaar en ouder. En daar is er ook een gewestgrens. Vandaag kan de gewestgrens geen werkgrens zijn. Het is niet omdat u de taalgrens moet passeren dat een reden kan zijn om geen job te aanvaarden. Dus die uitzonderingsregime werd geschrapt. We hebben de leeftijdslimiet opgetrokken tot 55 jaar. En werklozen zullen ook in de toekomst de gewestgrenzen moeten overstappen en un job aanvaarden. Il y aura aussi un suivi plus strict des chômeurs qui sont en recherche d'un autre travail. Et donc, quand il y a un refus justifié par 2 fois de se présenter à une discussion d'évaluation, un entretien d'évaluation avec le bureau de chômage, que ça a été sur le forum du BAD, il faudra donner une explication écrite et donc l'évaluation se fera par écrit. Et l'ensemble de ces mesures-là devrait rapporter 90 millions d'euros. Alors peut-être un mot sur le programme de stabilité. Vous savez que c'est important et qu'il fallait le rentrer à l'Europe, auprès de l'Europe au mois d'avril. La Commission européenne le regarde attentivement. Ils ont sorti les directives récemment et rappelé qu'ils allaient regarder ça très sérieusement et qu'ils allaient adopter plutôt une approche stricte en maintenant la règle des 3% et que donc le déficit nominal des États membres devra se trouver en dessous des 3% dans les 3 ans, c'est-à-dire pour 2026. C'est donc ce que nous avons fait. Nous avons obtenu un avis du Conseil supérieur des finances qui proposait 3 trajets pour arriver sous la barre des 3%. Nous avons pris un trajet alternatif, mais qui en réalité revient au même en termes d'effort. Et donc, on a décidé d'un effort supplémentaire qui pourra être fait au mois d'octobre de 0,2% en 2024, de 0,8% en 2025 et de 0,8% en 2026. Et je crois que vous réalisez d'entrée de jeu face à quel défi va se trouver le prochain gouvernement. Et c'est pour ça qu'on ne peut absolument pas se permettre d'avoir des affaires courantes longues, puisque c'est pendant les affaires courantes, et vous l'avez vu avec les coûts du vieillissement, que le budget dérape automatiquement, puisque les coûts du vieillissement continuent d'augmenter. Pendant ce temps, il n'y a pas de budget, il n'y a pas d'effort budgétaire et il y a parfois des majorités alternatives au Parlement, comme on l'a vu en 2019. Et donc, la meilleure manière de mettre le budget sur le rail, c'est d'avoir un gouvernement le plus rapidement possible, mais il vit un peu cette idée dans l'imaginaire collectif que les affaires courantes seraient bonnes pour le budget, puisque le gouvernement ne peut pas dépenser. Et je crois que vous savez tous autour de la table que ce n'est pas exact. Simplement vous rappeler que ces 0,2% qu'on fait en 2024 s'ajoutent aux efforts qui ont été déjà fournis pendant cette législature. Et si je les additionne tous, on arrive à environ 11 milliards d'euros entre 2021
et 2024. Donc, ce n'est pas rien, c'est un effort substantiel parce qu'il y avait un effort fixe décidé de 0,2% par an entre 2021 et 2024. À ça s'ajoutait un effort variable qui était fonction de la croissance économique à partir de 2023 et qui comporte pour les années 2023-2024 0,27%. Et puis, comme je vous l'ai dit, au dernier contrôle budgétaire, on a encore ajouté 0,1% pour 2023 et donc les 0,2%, donc cumulé 0,3% entre les employeurs en 2024. On devra donc faire 1,2 milliard d'euros supplémentaires au mois d'octobre, en plus du 1,8 milliard qu'on a décidé. Et donc, si je regarde le chiffre pour 2024, je suis désolée de vous bassiner avec beaucoup de chiffres, mais on arrivera pour 2024 à un effort d'environ 4,9 milliards d'euros, ce qui correspond plus ou moins à 0,8% du PIB. Et je le dis parce que c'est 0,8, alors se tromperait mieux au regard du 0,8 décidé pour 2026 et décidé pour 2025 et 2026, et au regard de l'objectif qui avait été fixé aussi par le Conseil supérieur des finances. Peut-être en arriver aux réformes structurelles et simplement vous rappeler, face à ces défis budgétaires, à quel point ces réformes sont importantes, parce que je crois, et vous le comprenez, avec tous les efforts du monde, on fait des efforts sur les dépenses primaires. Nous avons encore fait de la sous-utilisation, nous avons fixé des économies, des efforts variables, mais vous voyez aussi ce que représentent les dépenses primaires dans l'ensemble du budget. Et donc, je crois que penser que là, on peut encore faire des miracles sur 1 an ou sur 2 ans, c'est un leurre. La seule façon, c'est de le regarder à moyen et à long terme. Et c'est vrai que ça, c'est un grand avantage de la réforme des pensions, c'est qu'on peut avoir des dispositions transitoires qui soient données. On n'est pas obligé, et ça, c'est peut-être aussi une des différences marquantes avec la France. En France, le choix a été fait d'avoir certains des changements qui sont quand même pas anodins ou pas bénins, si je peux le dire pour faire référence au dernier voyage de votre président, qui entrent en vigueur parfois dès 2028. 2027, 2028, 2030. Donc, ce sont des périodes de transition très, très courtes. Ici, on peut avoir des périodes comme on l'a fait en 2015 pour le relèvement de l'âge légal de la pension. Et une fois de plus, c'est pas vers ça qu'on va, mais on peut se permettre d'avoir des périodes plus longues. Je crois que tout le monde comprend l'importance de la réforme fiscale. Vous connaissez le podium en matière de fiscalité. La Belgique remporte toutes les médailles. Nous avons une médaille d'or en matière de fiscalité sur le travail. Aussi en matière de fiscalité sur le capital, on est médaille de bronze selon les études de l'OCDE. Et donc, je crois qu'il y a clairement une volonté partagée de diminuer les charges sur le travail, aussi pour des salaires qui sont des salaires relativement conséquents, entre 2 500 et 3 500 euros bruts, parce qu'on voit que le piège à l'emploi joue jusqu'à ces salaires-là. Et comme on a des calculs du Bureau fédéral du plan qui nous disent que chaque personne qu'on remet à l'emploi rapporte environ 28 000 euros, parce que ce sont des allocations qu'on ne doit plus payer d'une part et que ça rapporte des revenus de par la fiscalité. Si on arrivait à mettre plus que 200 000 personnes au travail, et encore 200 000, ce n'est pas le nombre qu'on doit remettre au travail, on doit atteindre ce fameux chiffre de 80% de taux d'emploi. Alors, la Flandre n'en est pas si loin, mais si on regarde, il y a une disparité quand même très très forte entre les régions. Bruxelles est aux alentours de 65, la Wallonie aux alentours de 66% de taux d'emploi, donc il y a encore vraiment du chemin à faire, ce qui fait une moyenne pour la Belgique de plus de 72%, mais c'est la Flandre qui tire ça vers le haut avec 77% de taux d'emploi. Et donc, si on arrivait à mettre 200 000 personnes au travail, ça nous rapporterait 5,6 milliards d'euros sur la base du calcul de 28 milliards. De 28 000 euros par personne, par chercheur d'emploi remis au travail. D'où l'importance vraiment de travailler ensemble, et je crois que le fédéral devra travailler ensemble avec les régions qui ont l'activation. Il faudra qu'il y ait des mesures qui soient prises en termes de marché du travail, mais il faudra travailler main dans la main avec les régions qui sont responsables de l'activation. Misschien afronden met beleids, evaluaties en intrabelgische afspraken.
Ik denk dat wij zeker een debat gaan moeten voeren over de kerntaken van de overheid en de meest efficiënte manier om ze uit te voeren. Jullie kennen allemaal het cijfer, hè, ons overheidsbeslag van 53,7% vandaag en dat gaat stijgen tot 57%. Dat is een aanzienlijke cijfer. Ik denk dat het duidelijk is voor wie naar de begroting kijkt, dat het probleem van onze begroting niet aan de inkomstenzijde zit, maar wel aan de kant van de uitgaven. Dus die bloeding moeten wij absoluut stoppen. De inkomsten liggen eigenlijk goed. En dat is misschien ook een extra iets dat ik kan toevoegen. In 2023 hadden wij 9,4 miljard extra fiscale ontvangsten. Dat is wel een behoorlijk cijfer. Maar van die 9,4 miljard gaat onmiddellijk 5,9, dus bijna 6, naar de deelstaten op basis van de bijzondere financieringswet. Dus het is echt een significant bedrag. En 3,2 naar de sociale zekerheid. Dan zijn er nog kleinere bedragen, 100 miljoen voor de krijg. En dan blijft er maar 224 miljoen euro over voor de primaire uitgaven. Dat is ook een deel van het verhaal. Dat gebeurt automatisch en zeker in periodes van stijgende indexeringen en hoge inflatie, omdat de bijzondere financieringswet dan in het voordeel van de deelstaten werkt. Dat gaat in de komende jaren wat veranderen, maar dat is een element waarmee ik rekening moet houden. En als je kijkt naar de laatste crisissen, de energiecrisis, de COVID-crisis, is het telkens de federale overheid de grootste uitgaven heeft gedaan. Ja, de regio's hebben natuurlijk ook geld vrijgemaakt, maar dat was echt de federale overheid. Maar het is niet de federale overheid die vandaag profiteert van die inflatie of van die de voordelen van de indexeringen. Spending reviews, jullie kennen allemaal die tool, dat is wel een heel waardevolle tool. Wij zijn nog aan het begin van het proces. Andere landen zoals Nederland doen dat al veel langer. Het zijn vooral pilootprojecten die we tot nu hebben gedaan. Een handvol projecten die ook al een aantal potentiële efficiëntiewinsten hebben geïdentificeerd, maar we zitten nog niet in een situatie waar we dat volledig kunnen uitvoeren. Het is dus nog steeds een work in progress. De uitdaging van de houdbare publieke financiën, et vous avez parlé de la stabilité des finances publiques, c'est évidemment un défi pour l'ensemble des gouvernements de notre pays, d'entité 1 et d'entité 2. Quand on a fait le programme de stabilité, on a repris le trajet que nous ont fourni les régions et les communautés, et puis on a complété ça avec le trajet de l'entité 1. C'était une prise d'acte, mais donc on a respecté leur trajet tel qu'ils nous l'avaient fourni. C'est vrai que 90% de la dette se trouve auprès de l'État fédéral, mais il faut peut-être rappeler ça dans une perspective historique. Ça a été surtout construit, enfin la dette s'est accumulée surtout avant les régionalisations et avant qu'il y ait eu des transferts de compétences. Et la dette n'a évidemment pas suivi. Vous avez peut-être vu dans la presse que la dette des entités fédérées augmente à un rythme plus rapide que celle de l'État fédéral, une augmentation de 60% versus 22% de l'État fédéral. Donc si en termes nominal, nous avons la dette la plus importante, il faut aussi regarder le rythme auquel cette dette augmente et les raisons pour lesquelles elle se trouve au niveau de l'entité 1. Les nouvelles règles budgétaires européennes, très brièvement, c'est un dossier que je suis ensemble et que mène au niveau européen mon collègue Vincent Perrier, le collègue ministre des Finances. Il n'y a pas de position officielle belge à ce stade-ci. Qu'est-ce qu'on voit que les principes de base sont maintenus, la règle de 3% pour les déficits, la règle de 60% pour la dette, et que chaque pays doit rentrer un projet pluriannuel qui est plus vaste que ce qu'on fait aujourd'hui, parce que ce projet pluriannuel
doit indiquer tenir compte de réformes, tenir compte d'investissements. Ce sont des trajets sur 4 ans, mais qui peuvent être prolongés de 3 ans, donc aller jusqu'à 7 ans si des réformes sont faites. Je pense que ça donne plus de ownership au pays qui les rédige parce que c'est plus sur mesure que les règles qui étaient plus one size fits all, à tout le moins si on fait un réel effort, mais ça va exiger certainement plus de discussions avec les entités fédérées, puisque tout ça va devoir se retrouver dans un plan pluriannuel qui va plus loin que ce qu'on fait aujourd'hui, où on fournit simplement les données chiffrées. Il faudra avoir comme un espèce de plan de relance, si je peux l'appeler comme ça, global pour l'ensemble des entités. Donc, si vous me demandez mon avis à titre personnel, je trouve que c'est une bonne chose, que ça va dans la bonne direction. Ceux qui sont au-dessus des 3% devront faire une réduction minimale de 0,5% par an. Mais à nouveau, ça va dépendre, ça peut être plus en fonction de là où on se situe et du niveau de dette. Donc voilà, c'est des discussions qu'on va évidemment continuer à suivre et que je continuerai à suivre. Je pense qu'une des bonnes choses qu'il y a aussi dans ces réformes, dans cette réforme européenne, c'est qu'il y aura une norme des dépenses. Et c'est certainement quelque chose dont on a besoin. Et quand on parlait potentiellement de l'effet boule de neige, c'est aussi l'idée de pouvoir contenir le déficit et donc de pouvoir contenir les dépenses. Et donc, je pense que ça va dans la bonne direction. Voilà, dat was een beetje een kort overzicht over een aantal onderwerpen, thematopics over de begroting. En ik denk dat er nu wat tijd is voor ons. Dankjewel. Dankjewel, mevrouw de staatssecretaris, om tot hier te komen en met ons deze dialoog aan te gaan. Ik denk dat we nog misschien een boeiende 3 kwartier tegemoet kunnen zien. Ik had een aantal vragen, ik denk, een eerste is, u hebt al de noodzaak aangeduid van, ja, er is weinig ruimte om nog cadeaus uit te delen. Toch zijn er nog partijen die pleiten voor tax-cut. Eigenlijk zitten er in de plannen van de minister ook aanzienlijke belastingverlagingen. Een beetje de eerste vraag, kunnen we ons nog permitteren dat, of moeten al wie pleit voor een tax-cut eigenlijk niet dringend bij de les gehouden worden? Dat is een eerste vraag. Mag ik een aantal vragen ineens? Ik heb er een aantal. Dan bij uw opmerking over dat de pensioenuitgaven dalen in Frankrijk en Griekenland. Daar is een belangrijke voetnoot bij te maken dat wij de pensioenuitgaven niet indexeren en in Frankrijk niet. Wat als gevolg geeft dat Frankrijk na verloop van tijd heel grote problemen gaat hebben met de sociale houdbaarheid, want de pensioenen in reële termen zullen daar dalen en Frankrijk zal nog maatregelen moeten doen, maar dat zolang er geen genomen maatregelen zijn, is er geen beleid en wordt dat niet weerspiegeld. Dus ik denk dat dat wel een belangrijke voetnoot is. Ja, een vraag een beetje over één particuliere maatregel waar wij vanuit het ACV met grote ogen naar gekeken en dat die niet ingevoerd was. Daar ging de discussie over de elektronische facturatie, of de digitale facturatie van factuur, dus digitaal. Dat eigenlijk door België maar schoorvoetend, men is verplicht het uiteindelijk in 2024 in te voeren, dus zal moeten gebeuren. Maar dat scheelt 5 miljard in een situatie waar er zo'n grote noden zijn. Vonden wij het onbegrijpelijk dat dat niet onmiddellijk gebeurd was. Maar goed, dat is een beetje een culturele opmerking. U vermeldde dat de taxatie op kapitaal, dat we daar de medaille bronze haalden. Daar is altijd een belangrijke voetnoot aan toe te voegen. Namelijk, Belgen zijn vermogend, de staat is arm, maar de Belgen zijn rijk. Dus er wordt altijd gekeken naar de cijfer. Het percentage BBP per kapitaal, taxen op kapitaal en kapitaalinkomsten. Maar als je de nummer groot is het natuurlijk gemakkelijker om aan 3% te komen dan in een arm land, waar bijvoorbeeld alle Oost-Europese landen, waar eigenlijk waar de netto buitenlandse positie negatief is. Dus dat is altijd belangrijk om mee te nemen dat je in een land met vermogende inwoners, heel vermogende inwoners relatief, want daar zijn wij ook kampioen als Belg, dat je hogere inkomsten kunt hebben op kapitaal. En dan misschien nog een laatste element, is ook dat er eigenlijk
En dat was een opmerking die mijn voorzitter, Mark Leemans, ook onlangs nog maakte, dat we eigenlijk wel heel vlug naar de onderste doelgroepen, de laatste inkomensklasse wordt gekeken. Veel maatregelen genomen zijn in de werkloosheid, in de minima. Terwijl eigenlijk bij onze achterban toch wel een heel sterk gevoel van fiscale unfairness leeft. En dat heeft dan ook te maken met het gebrek aan geloof in de democratie. Dat bijvoorbeeld het marginaal tarief voor elke die een vrij beroep geeft en een vennootschap opricht, dat per saldo een lager marginaal tarief oplevert. Om maar één voorbeeld te noemen, dat er natuurlijk heel veel fiscale optimalisatie gebeurt in dit land, waar geen paal en perk wordt aan zet dat er fiscale uitgaven gebeuren. In het onderzoek en ontwikkeling, om het maar één te noemen, waar al regeld rapporten zijn geleverd door het Rekenhof, door de OESO, door de Europese Commissie, dat sommige zaken eigenlijk echt niet kunnen, waar de minister iets aan wil doen, maar waar hij ook nog bepaalde hoop tegenstand krijgt om ze uit te voeren. Dus dat zijn een aantal elementen die maken, denk ik, dat vanuit onze achterban er wel een gevoel is dat als er naar een meer rechtvaardige fiscaliteit moet gekeken worden, dat eigenlijk vanuit de slogan de sterkste schouders mogen de sterkste lasten dragen, dat het toch ook eens naar de bovenste inkomensgroepen mag gekeken worden om de reden die ik heb vermeld. Voor de camera. Présentez-vous peut-être. Je Thomas Grinch, je suis économiste au service d'études de la CSC. Alors, je ne suis pas vraiment de questions, mais plutôt des remarques. Je trouve que ce que vous avez dit, je trouve ça un peu interpellant. La première chose, sur vous dites donc qu'on est le troisième pour la fiscalité sur le capital et première sur le travail. Et finalement, je trouve que ces comparaisons n'ont aucun intérêt, parce que finalement, on compare des pommes et des poires, où certains États ont fait des choix c'est des choix politiques, de confier une forme de sécurité sociale au privé. Si on prend les Pays-Bas, la pension minimum représente un faible pourcentage. La Belgique, on a décidé finalement de tout confier à l'État. Et donc, c'est normal que ça se répercute dans la fiscalité, où il faut bien finalement financer cela. Alors après, je vais compléter ce que disait Renat, où finalement, OK, on est peut-être premier sur la fiscalité sur le travail, ou troisième pour le capital, même si on sait très bien que s'il y a derrière la fiscalité pour le capital, il y a certaines choses finalement qui sont juste, on les classe là parce qu'on ne sait pas vraiment où les classer, donc il y a quand même beaucoup de précautions à prendre avec ces comparaisons. C'est que derrière, il y a tout un tas de méthodes finalement de réduire cette base imposable, et on sait bien qu'elle n'est pas, finalement, la fiscalité n'est plus progressive, et que pour certains niveaux, elle devient même régressive, ce qui est quand même un peu le contraire au principe de la fiscalité. Et alors après, juste rebondir sur ce que vous dites sur vous trouvez que les nouvelles règles budgétaires, finalement, telles qu'elles sont proposées par la Commission européenne, vont dans le bon sens. Juste une interpellation qui a été publiée récemment par la banque AXA, qui montrait finalement les efforts budgétaires à faire par les pays de la zone euro. Finalement, toutes les grandes économies vont devoir faire des efforts assez conséquents dans les 3 prochaines années. C'est-à-dire que finalement, on recrée les conditions d'avoir une austérité budgétaire partout et coordonnée en Europe, qui est quand même, je trouve, bête d'avoir des règles budgétaires qui vont imposer de l'austérité à tout le monde en même temps. Si on pouvait au moins se coordonner un petit peu pour se dire on ne va pas faire de l'austérité en même temps, mais certains vont en faire, d'autres vont avoir des politiques de dépenses un peu plus expansives pour alléger les autres, ce serait peut-être un peu plus intelligent que de finalement s'auto-flageller tous ensemble et de faire de l'austérité ensemble. Alors après aussi, vous dites, il faut parler de la comparaison avec les régions sur l'évolution de l'endettement. Finalement, on s'en fout un peu que ce soit les régions qui évoluent plus vite. Finalement, ce qui nous intéresse, c'est quand même la dette de l'État belge dans son ensemble, entité fédérée et État fédéral comprise. Ça n'a pas de se dire finalement, c'est pas moi, c'est eux. Je trouve que ça n'a pas vraiment de sens. Merci. Maarten Bogaerts van de Liberale Vakbond, dus dank voor de presentatie. Ik kom nog even terugkomen wat Johanna kort aanhaalde, dat we als vakbonden enorm bezorgd zijn voor het voorstel van een nieuwe economic governance kader dat op tafel ligt. Verbaast mij een beetje dat u zo heel positief bent. Ik weet natuurlijk het aspect van meerjarenplanning enzovoort, dat er niet van zijn. Maar het gegeven dat men eigenlijk op een periode van 4 jaar, een eigenlijk volledige periode van 10 jaar al het gaat anticiperen op alle regeringspositieve resultaten komen, waarvoor de berekening van het planbureau toe leiden dat we een inspanning van 4% BBP moeten leveren op een periode van 4 jaar. Dat natuurlijk compleet onrealistisch is op sociaal, economisch en politiek vlak. Ik vroeg mij af of u zegt het is nog geen officiële Belgische positie.
of dat die bezorgdheid wordt meegenomen, of dat daar nog denkt u mogelijkheid is om iets flexibelere behandeling op Europees niveau. En dan daar gerelateerd, een andere bezorgdheid die we hebben, we hebben nu vooral gesproken over de lopende uitgaven, maar is natuurlijk het aspect van de overheidsinvestering. Die de komende jaren zien we toch wel het verder verhogen van de overheidsinvesteringen dankzij de financieringskader van de Recovery Resilience Facility. Maar we hebben natuurlijk veel schrik dat eens dat afloopt, op het moment dat we echt wel ook investeringen moeten gaan opkrikken in het kader van de ecologische transitie, dat er iets van ruimte zal zijn voor bijkomende financiering. Het nieuwe economic governance kader laat ook geen ruimte voor meer flexibele behandeling van de overheidsinvesteringen. Kan eventueel wel de aanpassingsperiode iets verlengen bij voldoende investeringen, maar in België zou dat net zorgen voor een hogere inspanning die zou moeten geleverd worden, omdat de vergrijzingskosten in een tijd tussen 37 en 40 verder oplopen. Maar het vroeg mij af wat de positie of visie is. Hoe kunnen we de overheidsinvesteringen toch nog sterker gaan verhogen? Waar kunnen we daar financiering voor vinden? En dan wil ik ook nog kort even wijzen in dat kader op een aspect uit het advies dat wij in 2022 hebben uitgebracht, hier ook in de CRP, over een vorm van governance kader. Daarin hebben we met sociale partners unaniem gesteld dat wij eigenlijk voorstander zijn van, als er met een uitgavennorm bewerkt wordt, bepaalde investeringsprojecten dat die buiten beschouwing zouden moeten worden gelaten. Dat ligt nu ook niet op tafel op Europees niveau, maar is dat een positie die u of jullie als regering delen. En dan daarnaast had u ook gesteld dat wij voorstander zijn van een forse uitbreiding van het EU-budget, eventueel via de uitgifte van euro-obligaties, om groene investeringen via EU-financiering op nationaal niveau te kunnen ondersteunen. Is dat ook iets dat u deelt of niet? Waar even mee dat dat ook een belangrijk samenpunt is. De ce côté-là, Thierry. Nous avoir un peu d'alternance. Ik wil ook de staatssecretaris ook bedanken om hier vandaag te zijn. Het beleid wat uiteen te zetten, dat is zeer interessant. En mooi, ik wil de regering ook nog feliciteren voor de maatregelen die genomen zijn bij de begrotingscontrole. Of van zeker moed getuigd om in de omstandigheden toch proberen toch al een eerste inspanning te doen van 0,1 en van 0,3% dan voor volgend jaar. Uiteraard zijn er ook zaken bij die moeilijker liggen, voor de achterban. Dus een stukje financiering van de tijdelijke werkloosheid is natuurlijk iets dat in een aantal sectoren lastig is gevallen, maar dat moet je ook zien in een context waarin de kosten voor onze bedrijven de laatste 1,5 jaar, 2 jaar zeer sterk zijn gestegen door de automatische indexering. Dus de context is vanuit de bedrijvenkant moeilijk op dit ogenblik. Maar ik denk ook dat het belangrijk is om overheidsfinanciën goed onder controle te houden. Ook felicitaties voor de moed die daar bij de begrotingscontrole is opgebracht. Wat het kerntakendebat betreft en de spending reviews, daar zijn wij natuurlijk ook zeer geïnteresseerd hoe dat vormen zal krijgen, hoe diepgaand dat zal zijn, of men ook zal bijvoorbeeld een plan naar voren schuiven met betrekking tot de personeelsaantallen in de federale overheid, want het is maar een klein bedrag, tussen de 12 en de 15 miljard, maar het is nog altijd 12 of 15 miljard, dus er moeten ook daar zijn er ongetwijfeld nog optimalisatiemogelijkheden. Uit mijn eigen ervaring weet ik dat er sommige overheidsdiensten onderbemand zijn, maar er zijn zeker ook overheidsdiensten die al jaren niet meer geherstructureerd zijn, waar wel degelijk nog mogelijkheden zijn om efficiënter te gaan werken. Dus dat is wel interessant om eens te horen hoe breed de scope zal zijn van dat kerntakendebat. Spending reviews die ik al heb gezien en gehoord, hebben toch altijd een heel specifieke en relatief beperkte scope tot nu toe. Dus ik ben benieuwd of dat met een echt kerntakendebat in de toekomst anders zou kunnen zijn. Volledig akkoord dat we dus gezien de zeer grote uitgaven voor pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, langdurig zieken, dat we echt een hervorming van onze arbeidsmarkt, van onze pensioenen nodig hebben.
Ook de fiscale hervorming lijkt, gezien de zeer hoge marginale tarieven op relatief lage lonen, ook in België, lijkt uiterst noodzakelijk. Maar ik zou toch ook willen zeggen dat we één zaak die we ook zullen kunnen gebruiken om de begrotingen in de toekomst in evenwicht te houden, is ook een sterkere potentiële groei van ons land. Dus als onze potentiële groei afzwakt naar 1 of 1,5%, dan is het veel moeilijker om onze overheidsfinanciën gestabiliseerd te krijgen. Dus ik denk dat we ook moeten oog hebben voor aspecten zoals concurrentievermogen en voor de mate waarin wij slagen met onze bedrijven te investeren in R&D en innovatie en onze nieuwe innovatieve producten te verkopen in het buitenland. In dat opzicht denk ik natuurlijk ook dat het bestaande fiscale kader voor R&D en innovatie dat natuurlijk zeer belangrijk is en dat daar niet lichtzinnig mag in worden omgesprongen. En dan heb ik nog een meer specifieke vraag, omdat daar in de media en in de pers heel wat verschillende cijfers over de ronde doen. Dat is het vraagstuk rond RRF. En dus de kwestie, wat als er geen pensioenhervorming komt, wat is dan de impact op de begroting? Ik heb al cijfers gezien van het Rekenhof van 20 miljoen euro tot cijfers gaande naar zelfs 800 miljoen euro. Dus de vork van de ramingen is nogal groot. Dus ik ben altijd geïnteresseerd. Ik zag dat u zei dat de impact wellicht toch wel groter moet worden ingeschat, maar zonder veel detail daarover te geven. Dus ik ben toch wel geïnteresseerd om eens te horen hoe je die problematiek rond RRF en de budgetten die we eventueel zouden missen als we er niet tot een pensioenhervorming zouden komen, om daar ook even uw inschatting over te horen. Dat waren mijn belangrijkste punten. En uiteraard niet vergeten dat wij het advies rond overheidsinvesteringen en de tijd samen hebben gemaakt, dat we daar uiteraard blijven achterstaan en dat als er een uitgavennorm komt, dat wij dan toch zouden willen vragen dat in eerste instantie er wordt gewerkt op de lopende uitgaven, niet op de investeringen van de overheid, want die zijn uiterst laag en maken toch een substantieel deel ook uit van het groeipotentieel van het land, dat er voldoende moet geïnvesteerd worden in allerlei infrastructuur. Dank u. Thierry? Thierry Wilson pour la GTLD. Mon collègue Lars va me compléter, mais je voulais intervenir principalement en 5 points très rapidement. Plus des questions vraiment. Le premier, c'est par rapport à la partie de votre exposé très intéressant que vous avez fait. À un moment donné, vous avez repris les décisions qui ont été prises dans le cadre du contrôle budgétaire, et notamment la non-réalisation de la 4e étape pour l'amélioration des allocations sociales. Alors, évidemment, cela représente un chiffre en termes d'économie pour la sécurité sociale et pour l'entité 1. Est-ce que dans cette évaluation-là, vous avez tenu compte des répercussions que cela a sur l'entité 2? Bien souvent, on se rend quand même compte que quand on diminue des allocations sociales ou qu'on ne les améliore pas, les gens, ou les partis en tout cas, vont chercher des aides au CPS ou que sais-je. Est-ce qu'il y a dans ces calculs-là des estimations qui ont été faites? Ça fait comme des années maintenant qu'on voit qu'il y a un jeu de vases communicants pas complet, mais qui existe comme bleu. Pour ce qui concerne ce que rapporte un emploi créé, une personne remise à l'emploi, la question est vraiment ouverte. Est-ce qu'on tient compte de l'ensemble des aides, exonérations complètes ou partielles qui existent sur les emplois qui sont créés? Moi, j'aimerais faire quand même un avis qui avait été rendu unanimement par le comité de gestion de l'ONSS pour voir s'il n'y avait pas moyen de faire quelques économies dans l'exonération totale du premier emploi. C'était d'ailleurs un avis de l'ensemble des interlocuteurs sociaux. Donc, je voudrais savoir si réellement on tient compte de cela dans les chiffres, parce que bien souvent, ça c'est ainsi, la personne ne peut rien, mais bien souvent, les emplois créés dont on parle sont des emplois qui bénéficient de tout partie de ces exonérations.
sociale ou fiscale ou parafiscale. Ça, c'est plus une réflexion qu'une question. Là, j'ai un peu du mal, objectivement, peut-être que vous l'avez déjà entendu quand je m'exprime là-dessus, j'ai vraiment du mal à comprendre pourquoi il y a toujours cette recherche d'un objectif de 80% de taux d'emploi. D'ailleurs, avec le chiffre de 650 000 postes de travail à pourvoir pour y arriver, alors qu'on est aujourd'hui dans un défi qui n'est plus tellement le défi de la mise à l'emploi des chômeurs complets, surtout le travail, tant mieux, bien entendu, mais il reste entre 250 et 300 000 chômeurs complets analysés dans ce pays. Et on sait bien qu'il y a un pouvoir inspectionnel qui existe et que malheureusement, une partie de ces personnes-là n'ont pas les qualités ou la compétence requise pour pouvoir faire partie du matching. Donc, alors ma question est, quelle est la solution à cela? Il n'y a aucun problème à dire atteignons encore un taux de 80%. Et comment peut-on y arriver, sachant que ce n'est pas au niveau des demandeurs d'emploi, je suis dans le indemnisé, que se trouve la réserve potentielle. Pour ce qui concerne la fiscalité, une remarque et une critique, sauf si les choses ont évolué depuis. Je peux comprendre que, et même adhérer d'ailleurs au fait qu'on essaye d'améliorer le revenu poche d'un certain nombre de travailleurs ou salariés ou indépendants, d'ailleurs, peu importe, au travers d'une amélioration, d'une augmentation de la quotité exemptée d'impôts. Est-ce qu'il y a une réflexion qui est faite de façon à ce que cette quotité exemptée d'impôts bénéficie à des revenus bas et moyens, et puis sous forme de cloche, finalement, ne bénéficie pas à des revenus relativement importants. De nouveau, quand je m'exprime là-dessus, j'ai aucune difficulté de dire que je trouverais anormal que j'ai un salaire de cadre, que je bénéficie de cette quotité exemptée d'impôts. C'est de l'argent jeté par les fenêtres pour moi, si c'est en tout cas pour améliorer le pouvoir d'achat au travers de la fiscalité. Et ça permettrait, à mon avis, de faire des économies substantielles sur ce genre de propositions. Pour rebondir un peu, c'est pour ça que je te laissais parler avant moi, Edouard, je pense d'ailleurs que quand on fait un classement sur la fiscalité des différents pays, ce serait intéressant aussi de mettre à côté de la fiscalité des personnes physiques et de la fiscalité sur le travail, la fiscalité au niveau de l'impôt des sociétés. Je le sais bien, et là, j'ai déjà demandé plusieurs fois à la Banque nationale, je souhaiterais qu'on puisse un jour faire un comparatif un peu plus global en termes de position concurrentielle de la Belgique par rapport aux autres pays. Il n'y a pas que les salaires, voire les investissements qui sont dans l'impôt des sociétés doivent, à mon sens, en faire partie aussi. Et voilà, je n'irai pas trop loin alors, dans ma cinquième réflexion, parce que là, GCP y a déjà fait référence, mais dans le cadre des règles relatives au cadre budgétaire européen qui vont être remises en place et modifiées, est-ce qu'il n'y aurait quand même pas maintenant la possibilité d'envisager de vraiment exonérer un certain nombre d'investissements, peut-être d'ailleurs en lien avec le RRF, un certain nombre d'investissements du calcul de cette nouvelle règle de cadre budgétaire européen qui vont être remises en place. Je vous remercie. Heel kort over het is al heel ik kan enkele kleine puntjes nog, omdat u zei, ja, langs de inkomstenzijde is er geen probleem. Daar zitten we goed. Als je dan kijkt naar de sociale zekerheid, en Thierry heeft het ook al vermeld, er is heel veel uitval qua inkomsten die we de laatste jaren zien. Hè. Als je kijkt naar alle alternatieve bewoningsvormen die naar boven zijn gekomen de laatste jaren, en die bruto verwoning vervangen hebben, waardoor je een hele inkomstenstroom hebt voor de sociale zekerheid die wegvalt, die dan moet worden aangevuld door federale financiering. Ja, dan is dat toch wel een punt waar de komende jaren op gewerkt moet worden, en ook de federale begroting versterkt kan worden. Als het gaat over, ja, Renat heeft het vermeld, belastingen of vermogen in België afhankelijk naar BVP. Dat is ons niet een goede vergelijking. Je moet effectief kijken naar de totale inkomsten uit vermogen. Daar de belastingen tegenover zitten.
Dus daar is voor ons zeker nog een werk te doen als inkomstenbron, ook in het kader van heel de fiscale hervorming. Thierry heeft het ook aangeraakt, die 80%. Het element dat altijd in die discussie vergeten wordt, is de werkbaarheid van jobs. Als we mensen het werk willen houden, dan zal de kwaliteit van arbeid, waarbij verloning natuurlijk ook een belangrijk onderdeel is, verbeterd moeten worden. En anders zullen wij niet ons werkzaamheidsgraad verder kunnen verhogen. En zul je veel mensen blijven hebben die uitvallen in ziekten. En dan tot slot heel kort over het Europese niveau. Ik vrees dat we een beetje dezelfde fout gaan herhalen met de nieuwe regels dan degene die nu al in vlogen zijn, met heel six-pack, het two-pack en het fiscaal verdrag, het fiscal compact. We hebben daar gezien dat je pro-cyclisch begint te werken. Je kan niet meer investeren in tijden van crisis. Je laat effectief geen ruimte voor investeren. En vooral ook voor ons als vakbonden, er is geen ruimte gelaten voor het monitoren van het sociale imbalances in heel die procedure. Er is nu een voorstel op Europees niveau om naar een soort van social convergence framework. Dat is een goede stap in die richting. In België is daar ook een leidende rol in het nemen samen met Spanje. Dus dat zijn goede stappen, maar wij hopen dus wel echt dat dat geïntegreerd wordt in dat nieuwe framework dat er kan. Merci. Une dernière question. D'abord, je me joins à mes collègues pour remercier par la présentation. C'est pas trop long non plus parce qu'évidemment, on a déjà une salle de questions énorme. J'avais une question, c'est un peu une remarque, une interrogation par rapport aux leviers sur lesquels on pourrait jouer, parce que dans tout ce que vous avez présenté, dans cette équation qui paraît très complexe à résoudre, puisque on est face aujourd'hui au défi du vieillissement de la population, face à la transition climatique, transition digitale. On voit, on en avait parlé, des défis énormes, majeurs pour les futures années. Et cette situation budgétaire qui est problématique et pour laquelle il va falloir apporter des réponses. Je me demandais si, dans toute cette équation, on n'oubliait pas une composante. Voilà, je représente les entreprises et je pense que c'est aussi important que pour réussir à résoudre cette équation qui paraît improbable, on n'oublie personne dans l'histoire. Quand on voit ici la crise actuelle, vous l'avez dit, là, le système d'indexation nous a permis de sauver le pouvoir d'achat. C'est très très bien, mais il ne faut pas oublier non plus la compétitivité des entreprises et qui est aussi une variable essentielle sur laquelle il faut jouer. Un petit mot également sur on parle aussi beaucoup du taux de 80%, du taux d'emploi. C'est clair que dans toutes les vision qu'on a sur ce taux, ça sera totalement insuffisant pour tenir la soutenabilité des finances publiques dont on parlait tout à l'heure. Une des variables qui me semble essentielle sur laquelle il faut agir aussi, et je voudrais avoir aussi votre avis par rapport à ça, c'est pour moi la productivité. Comment se faire pour l'améliorer, parce que c'est une des variables sur lesquelles il va falloir aussi jouer à l'avenir pour pouvoir permettre la soutenabilité des finances publiques. Et un autre paramètre qui me semble important, c'est le climat entrepreneurial. Si on n'a pas d'entreprise dans notre pays, si on n'a pas des gens pour aller travailler et créer cette valeur ajoutée, on n'arrivera pas à avoir une situation de finances publiques soutenables. Enfin, voilà, je serais très intéressé d'avoir votre avis sur cette analyse. Merci. Vous laissez la parole à cette il y a beaucoup de... Ik denk dat ik de eerste vraag ging over de fiscale hervorming. Sommigen pleiten voor de tax cuts. Ja, momenteel wat op tafel staat is een tax shift. Ik zou natuurlijk als liberaal liever een tax cut zien, maar ik denk dat er geen ruimte is van de bevolking en dat dat wel niet realistisch is. Dat betekent niet
dat een deel van de fiscale hervorming niet gefinancierd kan worden door de aandaling van de uitgaven. Dat ook het terug in de notificaties van de begrotingsopdracht 2023, wat betekent dat er een deel arbeidsmarkthervorming kan komen. Dus dat kunnen wij zeker bekijken. Nu, wat voor mij belangrijk is dat de fiscale hervorming budgetair neutraal is en dat het volledig gefinancierd is. Vandaag heeft u een fiscale hervorming op tafel van 5,5 miljard euro. Er zijn meer dan 800 miljoen euro terugverdieneffecten. U heeft ook 1 miljard 250 miljoen euro ten laste van entiteit 2. Dat zijn uiteraard discussies, dat heeft een impact op entiteit 2. Moet men dat al dan niet gaan compenseren? Ik heb de vragen gehoord vanuit het Vlaams-gewest. Ik begrijp dat vanuit hun standpunt, maar dat zijn ook de gevolgen van het federalisme in ons land. En dat speelt in die twee richtingen. Ik kan u een lijst geven van de beslissingen van entiteit 2 die een impact hebben op entiteit 1. Ik denk dat die lijst niet groot is. Nu, we moeten zeker in overleg gaan met entiteit 2. En uiteindelijk, en dat heeft u aangehaald voor de schuld, dat geldt hier ook. Als ze dat niet zouden kunnen financieren, zou dat gewoon ons algemeen, ons gezamenlijk tekort kunnen stijgen. Dus uiteraard. Maar ik denk, als entiteit 1 nu geen enkele beslissingen nog mag nemen die een impact zullen hebben op entiteit 2, dan is er wel een probleem in ons federaal systeem. En ik heb altijd geleerd dat het federalisme est basé sur la participation, la responsabilité et l'autonomie. Dat zijn de 3 factoren of parameters waarop het gebaseerd is. En dus ik denk zeker dat wij in overleg moeten gaan. Terugverdieneffecten, daar is de vraag, waarvoor gebruiken wij ze? Voor de fiscale hervorming of gaan ze terugvloeien naar de begroting? Als staatssecretaris voor de begroting zou ik natuurlijk liever hebben dat ze terugvloeien voor de begroting. Nu, laat ons eerlijk en pragmatisch zijn. In het verleden heeft men gebruik gemaakt van terugverdieneffecten. Ik sta er niet volledig gesloten voor. Ik heb altijd gezegd, ze moeten onderbouwd zijn, ze moeten redelijk zijn, ze moeten echt bestaan. En daar heeft het Federaal Planbureau een analyse gevoerd, kwam de terugverdieneffecten, het aantal jobs 1500. Zo ik niet dat cijfers natekenen, maar dan heb ik 15.000 van dat ik. Ja, anders zou je niet kloppen. Maar dus u ziet dat er uiteraard een aantal elementen zijn, de compensaties, entiteit 2, de terugverdieneffecten, dat we goed moeten bekijken, zorgen dat budgetair neutraal is. Er zijn nog een aantal principes die voor mij belangrijk zijn in de fiscale hervorming, maar dan gaan we niet zozeer over de begrotingsaspecten. De indexering van de pensioenen, ja, dat heeft ook heel het systeem van automatische loonindexering, zoals heel veel zaken in het leven, heeft voordelen en nadelen. Dat heeft de koopkracht heel goed behouden, dat erkent iedereen. En ik denk dat dat echt een goede zaak was. Ik weet dat de bedrijven dat betaald hebben, grotendeels. Ook de federale overheid natuurlijk voor de ambtenaren en voor de sociale uitkeringen. Maar de bedrijven in grotendeels, en ik ben daar heel dankbaar voor, want ik weet wat dat betekent. Heeft voor een aantal ondernemers, die mensen moesten terug naar hun raad van bestuur. En soms heel moeilijke beslissingen nemen. En ik denk dat we dat goed moeten beseffen. Dus voilà, dat is het systeem dat in ons land bestaat. Nu, u zei, ja, er is geen indexering van de pensioenen in Frankrijk.
Ik ga het systeem nog eens goed bekijken, maar ik had altijd begrepen dat er inderdaad geen gelijkaardig systeem is, maar dat ze wel geherwaardeerd zijn op een andere wijze. Maar het is niet dat er niets gebeurt. Nu, los daarvan, ja, er moet iets gebeuren, denk ik. De digitale facturatie, ja, dat is al een aantal keren uitgesteld geweest. Dat is jammer, dat was een vraag uit Wallonië. Dat is nu uitgesteld geweest op de laatste ministerraad, denk ik, met 6 maanden. En ik hoop dat het nu binnen 6 maanden klaar zal zijn. Maar dat lijkt me nog moeilijk voor Wallonië nog niet klaar. Dus hopelijk is het inderdaad uitgesteld. Over die belastingen heb ik een tabel in het terugkomen over de onschuldige of bronzen medaille. U begrijpt dat, ik heb die cijfers ook gezien en die artikeltjes ook gelezen. Belastingen uit kapitaal, als we dat bekijken in percentage van het BBP, dat is een studie van 2020, zijn wij het voorlaatste land voor Frankrijk en Luxemburg. Maar als je naar de impliciete belastingdruk op kapitaal bekijkt, zijn we nog steeds, is het nog erger, zijn we het voorlaatste land voor Frankrijk. Dus dat is niet alleen in BBP, dat is ook de impliciete belastingdruk die hoog is en dat hangt niet af van de nummer. Maar ik ken die discussies, misschien moeten wij samen een volledige dag besteden om het uit te klaren. Ik denk dat niemand mij gaat tegenspreken als ik zeg dat die belastingen heel hoog zijn in België. En ja, u kunt natuurlijk dat allemaal anders gaan berekenen. Dat was Churchill, denk ik, die zei... there are 3 sorts of lies. Lies, damn lies and statistics. Dus voilà, we gaan er waarschijnlijk niet van echt uitklaren. Ook dat het gemiddeld belastings 53% is in Rusland, dan gaat het dan niet over kapitaal, dan gaat het over werk, denk ik. De cijfers ga ik nog bekijken, maar dat is een heel hoge cijfer. Dus ja, ik begrijp natuurlijk wat de mensen zeggen over de brede schouders. En dat leeft, en ik heb daar gevoel voor, hoor. Zeker, dat is een gevoel van rechtvaardigheid. Ik hoor dat ook vaak van burgers. Maar nu, een aantal zaken. Fiscale optimalisatie is geen fiscale fraude. Hè? Dat is een heel belangrijk verschil in de juridische wereld. U mag natuurlijk altijd de minst belaste weg kiezen. En gelukkig, ik denk dat iedereen dat op zijn niveau doet. En dat dat nog steeds mag. Het probleem met die soort zaken, en we hebben dat in andere landen gezien, als u dat nog gaat vervolgen, dan gaat u ondernemerschap ontmoedigen. En dan gaat u geen mensen hebben die dat nog in ons land gaan willen doen. Want moet u niet vertellen hoe mobiel dat kapitaal is. En wij hebben ondernemers nodig. En waarom hebben wij die nodig? Niet omdat die mensen pak geld moeten maken, maar omdat zij wel zorgen voor het werkstellen. Dus ja, dat is altijd in evenwicht. En hier is het de fiscale hervorming die op tafel wordt gelegd door de minister van Financiën. Dat is niet mijn fiscale hervorming. Die heeft dat bekeken. En die is op zoek gegaan naar de mogelijkheden. En daar staat ook een verdubbeling van de effectentax erin. Wie weet dat allemaal. Dat is ook belasting op kapitaal. Niet iedereen is daar even enthousiast over, maar dat is ook een globaal evenwicht waar hij naar kijkt. Hij heeft ook een voorstel over DBI-aftrekken, over stop-options, over varianten. Dus als je het heeft over die bredere schouders, zijn er een aantal dingen die we gaan moeten bespreken in die fiscale hervorming. En dat is natuurlijk heel mooi van het CRP, is dat dat zijn de sociale partners met verschillende visies. En ja, die visies gaat u ook terugvinden binnen de regering natuurlijk. Maar zeggen dat die bredere schouders niet bijdragen,
dat is ook niet juist. Ik heb een cijfer niet meer in mijn hoofd, maar u kent allemaal die cijfers van hoeveel wordt bijgedragen door de hoogste inkomsten. En uiteindelijk gaat het ook over een geest van ondernemerschap creëren. Maar wat voor mij persoonlijk heel belangrijk is zeker de lasten op werk doen verlagen en zeker op die lage en middenlage lonen. Dus als je mij zou vragen wat mijn prioriteit zou zijn, is dat zeker mijn prioriteit. Dus dat was over, denk ik, de fiscale vorming. Austérité, ik denk dat... C'était vous, monsieur, qui parliez d'austérité. Oui, c'est une question qui s'est posée, c'est-à-dire qu'on a vu dans les trajets du Conseil supérieur des finances qu'il y avait plusieurs trajets et il y avait un choix à un moment de front-loading ou back-loading. Mais l'effort était extrêmement substantiel alors qu'on avait déjà fait un effort sur la législature sur 2023, sur 2024. Et c'est pour ça qu'on a choisi de faire le même effort mais de le répartir autrement, effectivement, pour avoir un trajet qui soit réaliste. Ça ne sert à rien d'aller non plus se fixer un trajet qu'on ne sait pas réaliser. Et je crois qu'on est arrivé à quelque chose qui était équilibré dans les dépenses et dans les recettes. Je le soutiens en tout cas vivement et j'ai entendu évidemment les critiques au Parlement, que ce soit sur la 4e tranche de pension, que ce soit sur les allocations. Mais allez, si on est honnête entre nous, si on regarde ce que ce gouvernement a fait en termes d'augmentation des allocations, je ne pense pas qu'on ait de quoi rougir. Si on regarde la 4e tranche pension, comme je vous l'ai dit, on parle de 8 € de différence sur une augmentation qui a été de 333 €, qui est significative. Je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement récemment qui a fait une augmentation aussi importante. Et on peut en être fier. On peut en être fier. Maintenant, est-ce que ça voulait dire qu'il fallait aller jusqu'au bout quand on atteint des montants qui sont au-delà des 1700 € alors que l'accord du gouvernement prévoyait 1500 €? Voilà, personne n'avait évidemment prévu qu'on allait se retrouver dans des indexations aussi importantes, sans même parler des mesures énergie qu'on a faites. Le paquet de base énergie, où on s'est retrouvé même dans des situations où certains, et je ne veux pas généraliser parce que c'est toujours du cas par cas, mais certains ont aujourd'hui des remboursements de leur facture énergétique, plus reçoivent encore le paquet de base énergie, des chèques, il y a eu le chèque mazout pour d'autres, etc. Je pense que s'il y a une chose que ce gouvernement a fait, c'est de soutenir le pouvoir d'achat et de faire des décisions. Et on voit, je crois que c'est monsieur qui parlait de la croissance, évidemment, vous avez raison, il faut de la croissance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? C'est que la zone euro est en récession et que la Belgique est en croissance. Alors, on peut dire que tout ça sont des facteurs macroéconomiques. Oui, pour une part, mais il y a aussi des choix gouvernementaux là-dedans. Il y a aussi des choix qui ont guidé des indicateurs macroéconomiques. Et je pense que ça a permis qu'on a fait les bons choix. Et si on regarde que ce soit l'analyse de la crise Covid, et je le dis aisément puisque je n'ai aucun mérite dans tout ça, je n'y étais pas, mais que ce soit la crise Covid ou la crise énergétique, les bons choix ont été faits puisque les entreprises ont globalement mieux résisté que ce qu'on pensait. La relance a été meilleure qu'attendue, les chiffres de la croissance aussi. Donc, je pense que tout ça sont des signaux, en tout cas, en termes de pouvoir d'achat. Donc, j'ai beaucoup de mal avec le mot austérité parce que je ne le retrouve pas ni dans les politiques qu'on fait, ni dans les chiffres qu'on fait. Et que quand je regarde les dépenses, quand on voit le tarif social élargi, quand je vois ce qui a été fait et au cours des crises, et ce qui est encore aujourd'hui le système de sécurité sociale, et Dieu merci qu'on l'ait. Personnellement, j'ai vécu aux États-Unis et je suis une fervente défendresse du système social belge. Je sais ce que c'est que d'avoir un filet social inexistant, totalement absent, et je pense que c'est une chance, et on peut en être fier, comme de notre système de soins de santé. Mais si on veut qu'il soit soutenable, et c'est vraiment ça que je veux, il va falloir le réformer. Il n'y a pas le choix. Et j'ai la conviction intime que ce sont des décisions qui peuvent se faire sans que ça fasse mal, parce que ça peut se faire sur des périodes longues et que c'est augmenter le taux d'emploi. Et là, je vais venir sur une des questions qui a été posée et qui est légitime, le taux de 80% et comment on l'augmente. Oui, il y a peut-être une partie sur laquelle je n'ai pas assez insisté, c'est qu'il y a une partie chômage et chômeurs de longue durée, mais vous l'avez vu dans les cercles ici,
le chômage, c'est 6,5, les malades de longue durée, c'est 13 milliards. Il faut évidemment remettre les malades de longue durée au travail. Et ça, c'est aussi un domaine de la politique dans lequel je suis fière de ce que le gouvernement a fait. C'est le ministre Frank van den Broek avec son truc Nardak. Et c'est une histoire équilibrée entre employeurs et employés, où on regarde secteur par secteur. Est-ce qu'il y a des déviations dans certaines entreprises où il y a un taux d'absentéisme plus élevé? Si c'est le cas, il peut y avoir des sanctions. Il y a des coachs qui sont mis pour accompagner les gens dans ces trajets. Il y a des coordinateurs qui font enfin le lien entre les différents acteurs de la santé, les mutualités, l'employeur, les assureurs, etc. Et on remet les gens au travail progressivement. Pas on-off, pas du jour au lendemain, mais ils commencent graduellement et progressivement. Et je pense qu'on doit continuer ce trajet-là. Et ça, c'est un trajet sur lequel la Cour des comptes a aussi reconnu que les résultats étaient bons. On estimera ça en fin de législature, mais je pense qu'il y a un mouvement qui s'est amorcé et qu'on doit continuer à investir là-dedans pour pouvoir remettre des travailleurs de longue durée au travail. Le ministre Van den Broek travaille avec des catégories. Évidemment, que ne peut pas comparer quelqu'un qui a un burn-out avec quelqu'un qui a un cancer. Et donc, je pense que c'est franchement un système qui a été bien conçu et qui livre des résultats. U had het over 4% op 4 jaar en dus de nieuwe begrotingsregels en dat vrij zwaar was. Ja, we zitten natuurlijk vandaag in een situatie waar ons tekort hoog is. Die moet absoluut dalen, maar vandaar dat wij ook die soepelheid moeten krijgen om tot met 7 jaar te gaan. En daar gaat komen als wij ook kunnen tonen dat wij investeren in de hervormingen. En ja, als u natuurlijk dat traject uitvoert op 7 jaar in plaats van 4 jaar, dan maakt dat al een verschil. Maar ik hoor uw vragen, maar u weet allemaal dat de tekorten van vandaag de schulden en de belastingen van morgen zijn. En we kunnen ons gewoon niet permitteren om dat weg te zetten. Dus we gaan een inspanning moeten doen. En dan hebben wij ook in andere Europese landen gezien. Het is mogelijk. Het is echt mogelijk. U vroeg naar de investeringen. Er waren verschillende vragen. Ja, dat is fundamenteel. Natuurlijk ben ik een grote gelover in de investeringen. Digitalisering, groene transitie, dat is fundamenteel. Moeten wij ze buiten begroting houden? Dat is zeker een discussie die we moeten aangaan met de Europese Unie. Er was ook iets in de begrotingscontrole in de notificatie in die zin om te zeggen dat wij specifiek aandacht moeten hebben voor de investeringen. Zeker meer flexibiliteit krijgen. Ja, dat is een discussie dat wij moeten voeren en ik denk dat België daar wel een rol in kan spelen. EU-budget en EU-obligaties, ja, kijk, dat is vandaag, dat staat niet op tafel. Van wat ik weet, nu, ik heb geen taboes, dat kan misschien een optie zijn om de rentekosten te verlagen voor bepaalde landen, maar dat mag zeker geen excuus zijn om voor nog meer schulden of tekorten op andere niveaus. Dan had ik vragen over de departementen, personeel. Ja, ik ga daar vandaag weinig over zeggen. Dat zijn zeer complexe zaken en dat weet ik ook. Er zijn natuurlijk complexe statuten. U kunt dat niet in een vingerklik. Ik denk wel dat het de laatste jaren toch geëvolueerd is. Maar wij moeten dat zeker kunnen bekijken. Voilà, en het statuut bekijken, blijven moderniseren. Er is zeker één ding van waar ik kan getuigen. Ik heb 9 jaar in de privésector gewerkt. Ik ben wel altijd onder de indruk van onze ambtenaren. Ik vind dat wij een goede overheid hebben, goede ambtenaren. We moeten die mensen blijven motiveren, kunnen blijven aantrekken. Maar het statuut moet evolueren en die moet zeker gemoderniseerd worden. Daar ben ik het volledig mee eens. En we moeten durven kijken naar contractuele overheid. Die vraag is gesteld
Ik had iets over de arbeidsmarkt, maar ik heb de vraag niet genoteerd. Dus ja, hervorming van de arbeidsmarkt, zeker. Ik heb een vraag vanmorgen gekregen over de beperking van de uitkeringen en de tijd. Ik ga het hier niet tevreden maken, maar u kent ons standpunt daar rond. Ik denk, we zijn uiteraard het enige land ter wereld die werkloosheidsuitkeringen heeft die niet beperkt zijn in de tijd. En als wij kijken na 1 jaar en na 5 jaar naar de ratio uitkering versus loon, zijn we telkens in de hoogste van Europa. Nu, voilà, dat is een debat die wij moeten kunnen aangaan. Zeker voor wat de knelpunten beroepen betreft. Ik denk dat we daar toch echt een grote incentive moet zijn als ik hoor hoeveel mensen op zoek zijn naar personeel, hoeveel vacatures er zijn, hoe lang die lijst is van knelpunten beroepen. U had het over competitiviteit. Wel, ik weet dat het de allereerste ingrediënt is om competitief te zijn. Dat is de mensen vinden. En ja, ik heb heel veel moeite om dat te begrijpen, moet ik eerlijk gezegd. Maar een van de onderwerpen, en ik ga het opnieuw niet plezieren, maar ik denk dat de laatste studies overal hebben getoond dat als je kijkt naar de uitkeringen met al de voordelen die bovenop komen, en dat wordt ook gezegd binnen de OCW's, dat mensen vandaag soms belang hebben om niet te gaan werken dan te gaan werken, omdat ze geld gaan verliezen. Dus ça, je crois que c'est un devoir collectif. Il y a des droits et des devoirs, mais là, il y a un devoir de l'État avant tout. Si c'est plus intéressant de ne pas travailler que d'aller travailler, et qu'on en vient à une situation que je trouve terrible, parce qu'ils la trouvent terrible aussi, où des assistants sociaux disent à des gens n'allez pas travailler, vous allez perdre de l'argent, c'est le devoir de l'État d'abord de corriger ça. On ne peut pas reprocher ça aux personnes concernées. On a un devoir à remplir et je pense qu'on va devoir l'adresser. Le débat, oui, il est enfin sur la table. Je pense qu'il y a au moins un diagnostic qui est partagé parce que les chiffres sont là, mais la balle, là, je crois, est dans le camp du gouvernement et c'est rendre le travail plus incitatif. Bien sûr, moi je comprends que quand il faut se lever tous les matins, payer son transport, payer la crèche, parfois acheter des nouveaux habits pour se rendre au travail, il faut quand même que la différence entre le travail et le non-travail soit réelle. Sinon... La solution, c'est de diminuer les allocations. Non, je ne pense pas qu'il faille diminuer les allocations. Et je pense qu'il faut maintenir aussi l'indexation des allocations pour ne pas perdre le pouvoir d'achat. Mais il y a une difficulté, et je sais que vous ne serez pas d'accord avec moi, et je peux l'entendre et le respecter, mais c'est qu'au-dessus de ces indexations, il y a encore toute une série d'augmentations qui sont faites par le biais de l'enveloppe sociale bien-être, par exemple, qui font qu'on n'arrive jamais à réduire ces différentiels. Alors, je crois que la première mesure à prendre, et si on y arrive complètement par ce biais, pour moi, c'est parfait, c'est par la réforme fiscale. Et si vous arrivez à augmenter le net suffisamment pour créer le différentiel, alors on a tout gagné. Mais vous savez, comme moi, et c'était la question de votre collègue, que le coût de cela par le biais d'une réforme fiscale est substantiel. Hein. C'est substantiel. Il y avait une question d'ailleurs sur la quotité exemptée d'impôts, et je crois que c'est vous, monsieur Lefi, qui l'avez dit. C'est vrai qu'il va à tout le monde. À l'inverse, aujourd'hui, il y a un autre problème avec la quotité exemptée d'impôts telle qu'elle est présentée dans la réforme fiscale, c'est qu'il y a aussi une partie qui va à des gens qui ne travaillent pas. Et donc, à nouveau, on creuse, on réduit l'écart entre les gens qui travaillent et les gens qui ne travaillent pas. Et là-dessus, on devrait pouvoir être d'accord. Donc, je peux entendre de votre point de vue ce que vous me faites dire. Voilà, je le respecte. Je ne partage pas l'avis parce que je pense qu'il faut inciter tout le monde qui travaille à avoir un taux marginal qui voit un moment baisser, parce que le taux marginal est important.
Mais ce qu'il faut aussi, c'est réduire ce fossé entre travail et non-travail. Et pour être absolument clair là-dessus, je ne le prône pas par le biais d'une réduction des allocations. Mais ce que je plaide, et qui est un système très difficile dans notre État fédéral à mettre en œuvre, mais qui serait la solution idéale, c'est de recouper l'ensemble des avantages sociaux, hein, que ce soit l'avantage pour le transport public, pour les BIM, sur les frais médicaux, le tarif social, la crèche, l'ensemble de ces avantages. Et en fait, ce qu'il faudrait faire, c'est au lieu d'avoir un système on-off qui aujourd'hui dépend du statut, trop souvent, c'est avoir un système qui soit lié aux revenus, ça dépend lesquels, mais certains, la plupart sont liés au statut, quelques-uns sont liés aux revenus, et de pouvoir avoir un système plus graduel où quand quelqu'un retourne travailler, il ne perd pas l'ensemble des avantages. Mais on regarde réellement en fonction de ses besoins. C'est compliqué à mettre en œuvre, il faut être honnête, pourquoi? Parce que ces aides se retrouvent à des niveaux fédéral, régional, parfois même communal. Local. Voilà. Mais ça, ce serait un système, ça, ce serait une vraie réforme intéressante qui tiendrait compte des besoins. De RRF-fondsen, ja, er is een methodologie uitgewerkt door de Europese Commissie met het is een vrij ingewikkelde formule. En eigenlijk is er veel ruimte voor interpretatie. Dus ik denk dat de enigen die vandaag echt weten wat het zal kunnen zijn, is de Europese Commissie zelf. Maar het zijn sowieso grote bedragen, hè? Dus we spreken sowieso in tientallen of 100 miljoen euro. Maar ik denk dat het debat misschien fout gevoerd is geweest de laatste dagen en weken. We moeten de pensioenhervorming niet doen voor de RRF-fondsen. Ja, natuurlijk wel. En ik heb de RRF-fondsen wel nodig voor de begroting. En ik wil ze zien, dat is ook belangrijk voor onze investeringen en de groene transitie en de digitalisering enzovoort. Maar we moeten de pensioenhervorming voor de duurzaamheid van de sociale zekerheid. Dus dat is het debat dat wij moeten voeren. Uitgaven, ja, nee, zeker niet op de investeringen, daar zijn wij het eens. Ik heb meer die vraag had gesteld dat het niet op de lopende uitgaven gaan. Ja, ik heb ooit oppositie gevoerd in een vorig leven in het Brussels parlement. Ik had een VLB-minister tegenover mij. En ik heb ook altijd gezegd, schuld nemen om te investeren kan gaan aanvaarden. Maar schuld maken voor lopende uitgaven vragen. Ik denk dat dat het debat is. En hoe kan u vandaag nog investeren? Ja, dat is een heel terechte vraag. Ik denk dat er verschillende antwoorden zijn. Eén, de Europese fondsen goed gebruiken. Er zijn middelen die beschikbaar zijn op Europees niveau en we gebruiken ze niet altijd op de meest efficiënte manier. Er zijn rapporten van het Europees Rekenhof, land per land, van oké, hoeveel hebben wij nu eigenlijk gebruikt van die fondsen en u zal zien dat de ratio's verbeterd kunnen worden. Dat is de eerste. Dus die fondsen aanvragen en dan gebruiken. Twee, ik geloof nog steeds in publieke-private partnerschappen. En ik denk dat er daar heel veel te doen valt. En er zijn heel mooie voorbeelden van investeringen die zo lopen in de energiesector, in de groene transitie. We gaan gewoon creatief aan de gang met deze, maar ook steunen op de expertise en de middelen van de energiesector. Denken dat de overheid zelf de groene transitie alleen gaat kunnen doen. Nee, dat geloof ik zeker niet. Dus ik denk dat wij partnerschappen moeten aangaan. Monsieur Botton, vous avez posé la question des 28 000 euros et si on tient compte des aides à l'emploi des exonérations sociales, c'est pas moi qui fais le calcul, c'est le bureau fédéral du plan. Et j'irai revoir, j'irai regarder, vous connaissez peut-être déjà la réponse, mais je trouve que la question est intéressante. Vous savez peut-être, vous savez certainement que pendant le contrôle budgétaire, on a revu la mesure zéro cotisation sur les premiers emplois. Ça ne plaît pas à tout le monde et moi j'entends du côté des PME que voilà, c'était difficile pour eux parce qu'ils trouvaient que c'était une mesure qui créait réellement de l'emploi. Les avis sont partagés là-dessus. Toujours est-il que voilà, on ne peut pas dire que rien n'a été fait dans ce domaine-là. On a quand même pris des mesures en la matière.
Vraiment encore des questions. Werkbaarheid van jobs, ja, ik hoor de opmerking, ik weet niet meer van waar ze kwam, maar u kent ook heel de geschiedenis van de vorige legislatuur, toen de minister van Pensioenen, Daniel Bartlijne, ook gewerkt heeft en lang gewerkt heeft op die zware beroepen. Dat is uiteindelijk niet gekomen, gaat dat debat opnieuw komen, dat is gelinkt met de pensioenen, maar ik hoor wat u zegt. Ik denk dat het verhaal van de langdurige zieken voor een deel ook passen in dat verhaal, zeker de burn-outs. Hoe kunnen wij de mensen terug aan het werk krijgen in samenwerking met de bedrijven, investeren in welzijn op het werk. Daar hebben wij ook wat gedaan tijdens deze regering en ik moet zeggen, het moet altijd ook een evenwicht blijven tussen de lasten voor de bedrijven, competitiviteit, want natuurlijk zijn dat allemaal zeer goede zaken en belangrijk en dat moeten wij doen. Maar de competitiviteit van onze bedrijven blijft ook zeer belangrijk. Ik denk dat we ook toch tot een akkoord zijn gekomen, een sociaal akkoord, een IPA. En deze regering heeft dat ook kunnen uitvoeren. Loonnorm is op 0 gebleven. Voilà, dat moest ook zo zijn, maar er is wel een premie gekomen en voilà, daar was niet iedereen gelukkig over, maar dat is voor degenen die zeer goed hebben gepresteerd. We zitten in een Vivaldi-regering, dit is typisch een illustratie daarvan. En u gaat nooit iedereen gelukkig kunnen maken, maar dat is zoeken naar evenwichten. En wat belangrijk is, is dat die akkoorden telkens blijven komen. Ik ben ervan overtuigd dat deze regering doorgaande crisissen stabiliteit heeft geboden aan de landen. En ja, we gaan niet de 2 banken gelukkig maken, maar we hebben gezocht naar de beste mogelijke oplossingen voor iedereen. En ik ben natuurlijk als liberaal bijzonder aandachtig op competitiviteit en hoe wij die loonhandicap onder controle kunnen houden. Wat we kunnen doen, we hebben een aantal maatregelen getroffen voor flexijobs, voor e-commerce. Voilà, dat is een eerste stap. Ja, voor e-commerce hebben wij wel iets gedaan waar er geen vetorecht nog mocht zijn. En sommige bedrijven hebben daar wel gebruik van gemaakt. Ja, ik denk dat ik zo min of meer alle vragen heb proberen antwoorden. En als er nog echt zeer dringende vragen zijn, kan u mij ook altijd contacteren of mijn kabinet. En we zijn ter beschikking. Misschien de belangrijkste boodschap. Ik geloof dat de politiek altijd een dialoog is. Ik heb zo een beetje die bestelling om iedereen te ontvangen. Ik weet natuurlijk in de mate van mogelijk die het vraagt. Dus als jullie mij of mijn kabinet ooit willen zien met opmerkingen, met reacties, met ideeën, met suggesties, dat doe ik wel heel graag. Maar dat gaat ook via de vorm van een dialoog zoals vandaag. Wij worden ook vanuit de politiek gevoed door die dialogen. En er zijn altijd ideeën die wij zich vinden. Bien, merci beaucoup pour le temps que vous avez consacré et le débat franc que vous avez eu avec les partenaires sociaux. Je pense même que vous avez consacré plus de temps qui était prévu, donc je vous en remercie. Nous continuerons le débat sur les finances publiques. J'ai entendu l'ouverture, en tout cas, qu'on pouvait obtenir des informations auprès de notre cabinet. Et la semaine prochaine, nous recevrons... Des informations, ce que je dis, c'est que je suis toujours prête à aller en dialogue et à recevoir les ceux qui... Mais parfois, c'est difficile d'avoir même des informations officielles. Et la semaine prochaine, on recevra d'ailleurs M. Van Parijs de la Banque nationale qui viendra présenter et les travaux de la Banque nationale et les travaux du Conseil supérieur des finances
on continue à alimenter. On a créé, Madame la secrétaire d'État, une plateforme sur le site du Conseil supérieur, sur le site du Conseil central de l'Économie, où on essaye de créer une dynamique d'échange, d'informations sur les finances publiques, et on essaye de la faire multiniveau, puisque vous l'avez bien montré à plusieurs remarques aujourd'hui, que tout ça est une histoire de fédéralisme et de coopération aussi en Belgique, et on ne résoudra pas les problèmes uniquement au niveau de l'État fédéral. D'où cette nouvelle démarche que nous avons lancée de travailler avec nos amis des conseils régionaux. Là, je vous remercie à Colombe Bedane pour les interactions.